Bien, merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation sur Parlez-moi de moi, donc comment sommes-nous perçus en tant que radiologue interventionnel. Si je reprends la définition de la radiologie interventionnelle, vous la connaissez, c'est l'ensemble des actes médicaux invasifs ayant pour but le diagnostic et ou le traitement d'une pathologie. Et ça doit être réalisé par les radiologues. C'est dans la définition. C'est réalisé sous guidage et sous contrôle d'un moyen d'imagerie, radio, ultrasons, scanner, IRM. Et ça doit requérir pour leur réalisation un niveau d'environnement adapté. Ce qui veut dire que cette diapositive dans laquelle je vais reprendre la précédente. Voilà. Cette diapositive n'a pas beaucoup de sens lorsqu'on vous dit il y a 100 ans, au moment de la Grande Guerre, on faisait déjà de la radiologie interventionnelle. C'était pas vrai, parce que même si les chirurgiens pouvaient enlever des balles, ce n'était pas une procédure réalisée par les radiologues. Ça pouvait être réalisé sous fluoroscopie, mais il n'y avait pas de rôle interventionnel du radiologue. Donc, dans la définition théorique de la radiologie interventionnelle, c'est réalisé par des radiologues. Ça, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on croit entre nous. Parce que lorsque vous lisez le rapport de la Cour des comptes, en 2016, c'est page 23, l'exercice de la radiologie interventionnelle n'est pas le monopole des radiologues. Ainsi, l'angioplastie est en général réalisée par un cardiologue. Donc cette définition qu'on s'est donnée de la radiologie interventionnelle, il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas acceptée par tout le monde, et en tout cas pas par les pouvoirs publics. Alors la question qui m'est posée, c'est pas qu'est-ce qu'est la radiologie interventionnelle, mais comment elle est vécue par les autres. Et j'étais assez content de ce plan, en disant comment c'est vécu par les étudiants, par la population générale, par nos collègues en faisant un petit spot sur nos grands amis les chirurgiens vasculaires, et par les oncologues, par le payeur que sont l'institution nationale, les ARS et les directions générales, la DGOS par exemple, et aussi par nos mamans. Et j'étais très à l'aise par nos mamans, mais je me suis dit que 15 minutes pour parler de nos mamans, ce n'était pas suffisant. Donc j'ai appelé quelqu'un qui connaissait bien le sujet, et j'ai discuté avec Hélène Vernet, qui est la présidente de la Fédération de radiologie interventionnelle, mais surtout qui a pas mal travaillé et qui connaît bien quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez ici, qui s'appelle Léo Mignot, qui est un sociologue assez passionnant, qui a écrit d'ailleurs sa thèse sur sociogénèse d'une spécialité médicale, le cas de la radiologie interventionnelle. Je crois d'ailleurs que Jean-Michel Bartoli, enfin je sais que Jean-Michel Bartoli était au jury de cette thèse. Alors si on pose la question d'abord auprès des étudiants, lorsqu'on interroge les étudiants en médecine en Europe, 63% pensent avoir une connaissance faible ou disent avoir une connaissance faible, 3% aucune connaissance. Un peu pareil aux États-Unis où ils disent que 17% se sentent seulement familiers ou très familiers de la technique. Et puis on vient de dire que Strasbourg était en avance dans cette réflexion, et donc il y a eu un abstract, une présentation orale au JFR 2019 de l'équipe de Strasbourg, de l'équipe de Ganji, avec 710 étudiants en médecine qui ont été interrogés. C'était des étudiants en médecine donc, avant l'internat. Pour 91% d'entre eux, la radiologie avait de l'avenir. Mais quand même, un tiers était assez pertinent en disant c'est un danger pour les radiologues. Et pour avoir pas mal travaillé avec les étudiants en médecine, je sais que c'est une question qui se pose, et à mon avis, c'est une des explications au fait que la radiologie recule comme spécialité choisie dans le choix des internes. Et peut-être qu'un gros message, c'est pour vous protéger, parce que le progrès arrivera, investissez un peu dans l'émotionnel et soyez capable de donner, de faire des consultations d'annonces, des consultations de résultats, pas nécessairement d'annonces de cancer, même quand il ne s'agit pas de radio interventionnelle. 81% de ces étudiants en médecine avaient entendu parler de la radio interventionnelle et 76% considéraient leur connaissance insuffisante en radio interventionnelle. Et 30% étaient intéressés par une carrière en radiologie interventionnelle.
comment nous sommes perçus en tant que radiologues interventionnels par la population? Je crois qu'il y a une mauvaise compréhension du terme radiologie interventionnelle, et ça sortait tout à fait dans les 110 interviews faites par Léo Mignot en sociologie. Qu'est-ce que ça veut dire radiologie interventionnelle pour quelqu'un dans la rue? Est-ce qu'un chirurgien qui opère sous cialytique va dire moi je fais de l'oculométrie interventionnelle parce que je regarde avec mes yeux? Est-ce qu'un ophtalmo qui va opérer sous microscopie va dire moi je fais de la microscopie interventionnelle? Alors je n'ai pas de recette à vous proposer, mais je comprends assez bien que dans ces enquêtes, le mot radiologie interventionnelle n'était pas bien compris. Le radiologue était perçu plutôt comme un non-médecin. Et quand on disait, mais quand même, c'est le gars qui va vous mettre des ressorts dans les vaisseaux, alors, pour une partie de la population, c'était fait par un chirurgien, et c'était le chirurgien, le type qui lui avait mis des stents dans les vaisseaux. Et puis, dans une enquête faite qui n'a pas été publiée malheureusement par l'équipe d'Hélène Vernet, les patients traités par radiologie interventionnelle considéraient ce traitement comme bien, léger, mais un peu moins efficace que les traitements conventionnels. La radiologie interventionnelle n'était citée par aucun patient d'oncologie traité par RI comme étant le traitement oncologique le plus efficace. Une majorité d'entre eux continuent à percevoir la chimiothérapie et le traitement chirurgical, mais il n'y avait pas beaucoup de patients interrogés comme étant les plus efficaces. Comment sommes-nous perçus par nos collègues et grands amis, les chirurgiens vasculaires? Il y a eu clairement deux phases. La première phase, c'est la radiologie interventionnelle est inutile. Elle n'a pas d'indication ou des indications très marginales, et on va le faire vraiment lorsque rien d'autre n'est possible. La deuxième phase, c'est la radiologie interventionnelle est performante. Nous devons la réaliser car nous avons les compétences. Puisque nous avons toutes les compétences, disent-ils, le patient bénéficiera de toutes les techniques, incluant la chirurgie ouverte quand elle est nécessaire. Nous avons les patients. Les techniques de production de rayons X ne vous appartiennent pas. Et comme l'a dit Benoît, c'est aussi une question de survie pour notre spécialité. Mais ce n'est pas que chirurgien vasculaire et radiologue. On a aujourd'hui, et c'est en train de venir, la même problématique sur chirurgien digestif et endoscopie, avec clairement et affichée par la Société française de chirurgie digestive, une offensive qui va consister en la réappropriation ou l'appropriation des techniques d'endoscopie souple endoluminale pour pouvoir proposer aux patients toutes les possibilités techniques sur une pathologie donnée. Ça veut dire je sais tout faire et en plus c'est moi qui maîtrise les complications. Et c'est ce que nous ont fait les chirurgiens vasculaires. Ce qui fait que là, on peut symboliser les deux phases. La première phase, ça sert à rien. Et lorsque, c'est une image qui circulait, c'est lorsqu'un chirurgien assez emblématique et très innovant et un peu fou, qui s'appelait Charles Dotter, a commencé à créer l'angioplastie. L'idée, c'était voilà une demande faite par un chirurgien. Vous regardez, mais vous n'essayez pas de réparer. Donc, même pas vous interprétez, hein, vous visualisez et vous n'essayez pas de réparer. Et c'est assez clair lorsqu'on regarde à partir de 1964, qui a été la publication Princeps sur l'angioplastie, la première de ce Dotter, eh bien, pendant 12 ans, on a dit « mais ça ne sert à rien ce truc-là, il faut pas de citation », et il n'y a pas eu de citation. Et c'est à partir des années 80 que le papier a commencé à être cité. Et puis, maintenant qu'on sait que ça sert, bien, il y a une réponse très claire, c'est celle de la chirurgie vasculaire. C'est la discipline chirurgicale qui assure la prise en charge des maladies vasculaires non cardiaques. Et ce traitement, ça peut être un traitement médical seul ou associé à des techniques comme l'angioplastie ou la réalisation d'un pontage. Et si jamais on n'avait pas compris, eh bien, on va changer le nom de société de chirurgie vasculaire. Et c'est plus la Société de chirurgie vasculaire, mais la Société de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Et on explique pourquoi. Hein. En changeant de nom, la société savante entérine l'évolution de sa discipline, marquée par la forte progression de la chirurgie endovasculaire. Moins invasive pour les patients, celle-ci se substitue de plus en plus à la chirurgie vasculaire conventionnelle.
on affiche dans un communiqué de presse en 2016 pourquoi ça s'appelle SCVE. Donc, chirurgie endovasculaire. D'ailleurs, ils utilisent des bons mots. Ils ne disent pas que c'est de la radiologie interventionnelle vasculaire. Ils disent que c'est de la chirurgie endovasculaire. Alors, réponse des radiologues. En ce moment, il y a une petite campagne de presse dont j'espère qu'elle sera efficace. Dans l'Express, les radiologues interventionnels dénoncent un excès d'ablation de l'utérus. On enlève trop d'utérus au lieu de faire des embolisations dans le cadre des fibromes. On change un peu le paradigme, c'est-à-dire que là, on ne dit pas « c'est bien ce qu'on fait », mais on dit « c'est inutile ce que vous faites ». On est vraiment dans les espaces de frottement dont parlaient les sociologues, entre la chirurgie mini-invasive dont on a parlé ce matin et l'interventionnel invasif. Et puis, ça continue toujours dans cette même campagne de presse. L'embolisation plutôt que l'ablation de l'utérus ou de la prostate, ces patients ont choisi. On avait communiqué en montrant un chirurgien qui faisait une chirurgie qu'il n'aurait pas dû faire, et on communique une patiente, elle a un nom, elle s'appelle Marie, et elle a suggéré à son médecin de pratiquer une embolisation après avoir fait des recherches sur Internet. Alors, par les chirurgiens vasculaires, lapsus révélateur, par les chirurgiens vasculaires, l'espace de frottement est tel qu'on sent que la perception va être difficile. Comment on est perçu par les oncologues? Très clairement, ils sont pour la radiologie interventionnelle oncologique. Et ils le mettent dans le plan cancer en 2014. Notre objectif, c'est d'accompagner les évolutions technologiques et thérapeutiques en améliorant la lisibilité de l'offre, en favorisant la diffusion et l'évaluation des techniques, et, élément intéressant, en menant les évolutions nécessaires du dispositif réglementaire et tarifaire pour soutenir le développement de la radiologie interventionnelle. Et il l'avait dit en 2013, les chiffres clés, c'est 6 fois plus de consultations de radiologie interventionnelle, 16% de plus d'actes sous contrôle scanner et 36% d'examens IRM supplémentaires. Et l'horizon 2025 va dans le même sens, puisqu'il vise, là c'est la communication des oncologues. C'est un champ majeur d'innovation au croisement de l'imagerie et de la chirurgie. C'est une forte demande sociétale de proposer des traitements moins agressifs et tout aussi efficaces. Et ça va permettre de remplacer des actes de chirurgie. Mais il faudra obtenir davantage de financement, qui est un frein conséquent, et créer des salles de bloc dédiées à la radio interventionnelle. Alors je me suis dit, mince, est-ce qu'ils veulent s'y mettre aussi, devenir oncologue interventionnel? Non, clairement, dans l'évolution des formations et des métiers de la cancérologie, ils revendiquent les infirmières de pratique avancée, les radiophysiciens, la dosimétrie. Donc clairement, eux reconnaissent la compétence technique. Est-ce qu'ils reconnaissent la compétence clinique? J'en suis moins certain. N'oublions pas que ce théâtre qu'est la RCP, utile, mais il y a quand même une forme de théâtre pour tous ceux qui vont à la RCP, c'est le coordonnateur de la RCP qui est la force de proposition, c'est le coordonnateur qui communique avec le patient en l'appelant en disant « la RCP a dit que », d'où l'importance de la consultation. Alors, d'annonce de la maladie, je pense qu'on est assez absent dans les processus gouvernementaux de la consultation d'annonce. D'explication de la procédure thérapeutique, en expliquant comment va se passer le geste, les complications potentielles, les risques et les effets bénéfiques. Je crois que maintenant, tous les gens qui font de la radio interventionnelle thérapeutique, au moins, ont cette explication et cette consultation d'annonce. Le suivi, c'est beaucoup plus tricky et beaucoup plus discuté. Et moi, je vais vous raconter dans mon expérience de radiologue interventionnel urinaire, les difficultés que j'ai. On s'entend super bien avec les urologues. En radiologie, sur l'urologie, on s'est partagé les activités. Je m'occupe de tout ce qui est interventionnel percutané thérapeutique, donc radiofréquence cryo. Ingrid Millet s'occupe de tout ce qui est prostate, et on est deux et un chef de clinique qui s'occupent de tout ce qui est interventionnel percutané, double J, Fogarty, néphrostomie banale. Donc là, ça va très bien. Les urologues nous confient leurs patients, ils ont d'autres choses à faire. Mais quand il s'agit de la surveillance, de qui va le revoir, là, ils disent non, quand même, il faut un clinicien.
Et quand je leur dis, mais le clinicien, il ne sert à rien, hein, on cherche s'il y a un nodule qui est réapparu ou s'il y a une autre lésion. Donc personne ne sert à rien, c'est même pas à nous de le faire, il suffit qu'un radiologue le voit. Ben là, non, pas du tout. Et le dernier truc, c'est oui, mais il y a aussi la prostate. Donc quand ils m'ont dit ça, je dis, bon, d'accord, vous allez revoir vos patients si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et quand vous regardez comment se passe une RCP, tout est dans la symbole de cette image. Il y a en arrière, en blanc, les cliniciens, et en avant, pas en blanc, derrière la console, le radiologue technicien qui fait marcher la console. Il y a un peu de symbole, il y a un peu d'éthos, comme disent les sociologues, dans cette affaire-là. Comment nous sommes perçus en tant que radiologue interventionnel par le gestionnaire? À l'échelon d'une direction d'hôpital public, la radiologie interventionnelle n'est pas rentable. Elle est mal cotée, elle est consommatrice en DMI, en personnel, en équipement. Elle augmente la prise en charge en ambulatoire, ce qui est plutôt une bonne chose, même si ce n'est pas très bien coté, ça permet de prendre plus de patients en hospitalisation complète. Mais l'acte est souvent non coté, en dehors de la NRI et de la radiofréquence hépatique. Elle participe à l'attractivité pour les patients et pour les professionnels. Et le robot chirurgical, peut-être que, je ne sais pas si tu es d'accord Benoît, mais un des grands éléments à la diffusion incroyable, parce que maintenant chaque hôpital général veut son robot, c'est je vais pouvoir attirer des chirurgiens. C'est-à-dire c'est la force d'attractivité du robot. Et n'oublions pas que s'il y a 40% des postes libres de PH en radiologie, toutes spécialités confondues, il y en a quand même 26%. Donc il n'y a pas que nous qui avons des problèmes pour combler nos postes. Et ce que vous dit une direction d'hôpital, c'est les forfaits d'équipements lourds, scanner et IRM, doivent financer votre danseuse, ce qui est la radiologie interventionnelle. À l'échelon d'une ARS, l'ARS est très intéressée par organiser l'offre de RI en région, avec un centre régional de référence et des centres territoriaux. Et elle est très intéressée par les niveaux de radiologie interventionnelle. Je ne vais pas reprendre niveau A, 2, 3, 3B, très bien travaillé par la Société française de radio, mais c'est des éléments qui l'intéressent beaucoup, notamment parce qu'il y a à chaque niveau quel type de lit et quel type de recours à l'anesthésie on doit avoir. En revanche, ce qui l'intéresse surtout, c'est les urgences, parce que c'est la permanence des soins qui passionne les ARS. Et donc, comment on va pouvoir faire l'embolisation de l'hémorragie de la délivrance ou du saignement actif en région? Or, quand on voit l'ensemble des actes de radio interventionnels, vous voyez qu'il y en a, quand on prend tous les actes, c'est un travail qui a été aussi fait par la SFR, plus de 300 qui sont mixtes, c'est-à-dire urgences ou programmées, 260 programmées, et seulement 30 urgences, et quoi qu'il se passe, que urgences. Comment sommes-nous perçus par le financeur? Un de nos points faibles, c'est qu'il y a peu d'études evidence-based, parce qu'on a un faible volume d'activité par acte, parce qu'on a des actes qui sont très évolutifs, avec des techniques différentes et qui varient dans le temps et qui changent dans le temps, et parce que les études randomisées contre la chirurgie sont difficiles, éthiquement, par la volonté des chirurgiens, pour mettre en place une étude de radiofréquence, enfin percutanée contre chirurgie dans les tumeurs du rein, ça a été la croix et la bannière, et encore beaucoup plus grosse croix et bannière de rentrer un patient dans cette étude. Donc la décision de cotation, parce qu'il n'y a pas d'étude d'évidence-based, elle est reportée avec l'appui tacite du payeur, des substitués, les chirurgiens ne sont pas très pressés qu'on mette ces études, enfin surtout qu'on ait le remboursement, de la profession de radiologue, parce que l'enveloppe est un peu contrainte, ce qui fait que beaucoup d'actes CCM sont non inscrits, non valorisés, ou rentrent dans des GHM médicaux qui, par définition, ne sont pas rentables. C'est pour ça que faire dormir une nuit une radiofréquence rénale, ce n'est pas rentable aujourd'hui, il vaut mieux la faire en ambulatoire. Et puis, dernière diapositive, c'est important, comment sommes-nous perçus en tant que radiologue interventionnel par nos mères? Les parents rêvent que leurs enfants soient médecins. Enquête HCBS. Quels sont les métiers que vous rêvez pour vos enfants? Médecin premier, ingénieur, informaticien, financier, ils ne savent pas compter, que quatrième, enseignant. Et certainement, nos parents nous voient comme des radiologues, et vous voyez cette radiothorax, mais quand même avec un stéthoscope autour du cou, parce que le stéthoscope est associé à l'image du clinicien. Merci de votre attention et merci à Léo Mignot.
Merci Patrice, bon résumé de la situation. Est-ce que quelqu'un veut donner son avis? Je vois Christophe qui se lève. Non, il ne veut pas Merci Christophe. il veut pas donner son avis. Ça va. Bon. C'est un peu préoccupant hein, quand même. Bah ouais, moi je veux pas dire tout va bien. Hein. Je pense pas que tout va bien, moi. Oui, finalement, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Soyons des médecins avant tout. Occupons-nous de nos malades et notre place ne pourra plus être discutée, quoi. Et investissons en diagnostic, travaillons et investissons sur le rendu des résultats et le contact direct qu'on a avec le patient au diagnostic. Et objectivement, c'est pas à l'hôpital, et particulièrement, c'est pas dans les CHU qu'on le fait le mieux.